Dans la vidéo précédente ou dans les articles précédents pour ceux qui nous lisent, nous évoquions deux exemples de proto-œcuménisme dans le monde orthodoxe russe. Toutefois, les exemples les plus saisissants se trouvent dans le monde grec au XVIe et XVIIe siècle et sont rapportés par Kallistos Souer dans son ouvrage Eustratios Argenti, publié vers 1965. À en juger par la bibliographie, le métropolite Kallistos s'est largement appuyé sur les travaux d'un certain P. Grigoriou, auteur du livre Relations catholiques et orthodoxes, publié à Athènes en 1958, livre en grec, ainsi que sur les travaux d'un certain G. Hoffmann, dont les articles sur le sujet ont été publiés en allemand et en italien de 1925 à 1954, essentiellement dans la revue Orientalia Christiana. En nous appuyant sur le livre du métropolite Kallistos, dont nous traduisons ci-après de très larges extraits, nous verrons dans un premier temps les manifestations de ce proto-œcuménisme, puis étudierons ses causes avant de lister les raisons de son recul. Commençons donc par les manifestations du proto-œcuménisme. Tout ce qui va suivre est en fait une traduction du livre du métropolite Kallistos Souer, donc Eustratios Argenti. Cependant, si une hostilité sous-jacente envers Rome n'est jamais entièrement absente, il est surprenant de voir combien cela a été peu manifeste dans le monde grec du XVIIe siècle. En dépit des explosions occasionnelles d'hostilité, particulièrement à Constantinople et à Jérusalem, les rencontres entre orthodoxes et catholiques romains étaient souvent extraordinairement cordiales. Les mariages mixtes étaient fréquents, chacune des parties prenait une part active aux offices de l'autre, les missionnaires occidentaux, avec l'entière permission des autorités orthodoxes, prêchaient dans les églises orthodoxes et écoutaient les confessions des fidèles orthodoxes. Les orthodoxes recevaient la communion de prêtres catholiques, tandis que les convertis grecs, il faut entendre par cela les convertis orthodoxes au catholicisme, qui vivaient à Rome, étaient souvent instruits par les missionnaires occidentaux de continuer de recevoir la communion comme précédemment dans les églises orthodoxes. Un catholique romain était accepté comme parrain à un baptême orthodoxe et vice-versa. Chacune des parties agissait fréquemment comme si le schisme entre l'Est et l'Ouest n'existait pas. Les missionnaires latins, en l'absence d'évêques catholiques, se comportaient vis-à-vis de l'évêque orthodoxe local comme s'ils le reconnaissaient comme étant leur ordinaire. Les autorités orthodoxes, de leur côté, loin de repousser ces missionnaires comme des intrus, les acceptaient et les accueillaient comme des amis et des alliés, et les encourageaient à avoir une activité pastorale auprès de la population grecque. Les instances de prière commune et de communicatio in sacris au XVIIe siècle sont si fréquentes que seuls quelques exemples peuvent être mentionnés ici. Quelques-uns des cas les plus frappants se trouvent sur les îles Ioniennes, alors sous domination vénitienne. Un moine attonite, anonyme du XVIe siècle, fait une description très saisissante de la situation qui prévalait à Kerkyra, à savoir Corfou, où les membres des deux églises vivaient côte à côte en pleine amitié. Alors que le moine lui-même désapprouve fortement ce qui se passait, il intitule son travail « Les erreurs des Corfiotes, à cause desquelles nous les excommunions ». Il est évident qu'à Corfou même, ces actes d'amitié étaient acceptés comme allant de soi. Les Grecs, ainsi que l'écrit le moine, recevaient la communion de prêtres romains et allaient auprès d'eux pour se confesser. Le clergé des deux églises tenait des processions communes pour les fêtes du Corpus Christi, également appelées fêtes du Saint-Sacrement, et le Samedi Saint, et même célébrait l'Eucharistie simultanément dans un même édifice, quoique sur des autels séparés. Quand l'archiprêtre orthodoxe à Corfou mourait, le clergé latin de l'île prenait part à la procession funéraire, habillé de ses vêtements et portant des cierges. Les orthodoxes faisaient de même aux funérailles de l'évêque catholique romain. Le clergé orthodoxe assistait cérémonieusement à la prise de possession du nouvel archevêque romain, tandis que l'évêque romain, de son côté, faisait des visites de courtoisie à l'évêque orthodoxe. Le jour de la Saint-Spiridon, en 1724, par exemple, le cardinal Quirini se rendit à la liturgie dans la cathédrale orthodoxe, habillé de sa capa magna,
sorte de grand manteau, qu'on pourrait appeler grande chape en français, et précédé par un chapelain avec une grande croix en argent. Il fut reçu en procession à son arrivée. Après la lecture de l'Évangile, le livre lui fut amené pour qu'il l'embrassât, et à la fin de l'office, on lui offrit solennellement l'antidoron. Des choses similaires se passaient dans les îles avoisinantes. À Zakynthos, aux Antes, aussi bien qu'à Corfou, des offices communs étaient organisés, et à la fin de ces offices, le clergé des deux églises chantait le chant des longues années, tout d'abord en l'honneur du pape de Rome, ensuite du patriarche de Constantinople. À Céphalonie, quand une procession orthodoxe avec une icône miraculeuse passait devant une église latine, le prêtre catholique romain sortait avec de l'encens, des cierges, pour encenser l'icône. Le clergé orthodoxe faisait la même chose lors de la procession du Saint-Sacrement, quand celle-ci passait devant leurs églises, et eux-mêmes prenaient part à cette procession. Les arrangements liturgiques pour la procession du Samedi Saint étaient encore plus saisissants à Céphalonie qu'à Corfou. Au sommet de l'épitaphion orthodoxe, on plaçait le Saint-Sacrement latin. Le fait qu'il ait été dans un ostensoir ou un ciboire n'est pas précisé, et l'épitaphion avec le Saint-Sacrement était porté en procession par l'archevêque catholique romain et par l'archiprêtre orthodoxe, qui marchaient côte à côte, assistés par deux laïcs notables de leurs églises respectives. Si l'on va des îles ioniennes aux îles de la mer Égée, on trouve des occasions similaires de communication in sacris. Sur l'île d'Andros, où la population était en majorité orthodoxe, l'évêque grec et son clergé pleinement habillés, avec des torches et des cierges, prenaient part à la procession latine du Saint-Sacrement. La même chose se passait à Mykonos et à Naxos et ailleurs. En certains endroits, Naxos par exemple, les catholiques romains étaient autorisés à dire la messe dans les églises orthodoxes en utilisant un autel temporaire en face de l'iconostase. Ailleurs, à Théra par exemple et à Paros, il y avait des églises mixtes avec deux autels permanents dans des sanctuaires adjacents, un pour les Romains et un pour le rite byzantin. Aussi tard qu'au début du XIXe siècle, il y avait deux églises orthodoxes à Syros qui avaient des autels catholiques, toujours utilisés par le clergé catholique romain. Quelles étaient les causes de ce proto-œcuménisme, comme nous l'appelons ? Nous allons le voir à présent, toujours avec la traduction de l'ouvrage de Callisto Soer. Les autorités orthodoxes employaient avec joie les missionnaires latins en tant que prêcheurs et confesseurs. J'ai reçu la permission écrite du métropolite grec, écrite un jésuite de Naxos en 1641, de prêcher et catéchiser dans les églises grecques. Le métropolite orthodoxe de Smyrne, rapporte un autre jésuite, a donné à ses sujets la liberté complète de se tourner vers notre clergé pour la confession, et à notre clergé il a donné des pouvoirs entiers pour entendre la confession dans les églises, aussi bien grecques que latines. À Théra, les moniales du monastère orthodoxe de Saint-Nicolas avaient des pères jésuites comme confesseurs. À Athènes, un métropolite orthodoxe à la retraite allait régulièrement se confesser auprès d'un capucin français. Non seulement les autorités, mais également la population locale recevaient les missionnaires avec grand enthousiasme. Durant les périodes du jeûne du carême et de l'Avent, donc le jeûne avant Noël, relate un prêtre jésuite, les prêcheurs, après avoir quitté la chaire des églises latines, sont parfois forcés d'aller à celle des églises grecques et arméniennes afin de satisfaire le désir qu'ont les gens d'entendre la parole de Dieu. Ces missionnaires vont également présenter leur respect au clergé orthodoxe et aux évêques grecs avec lesquels nous maintenons une entente parfaite. La conversation porte toujours sur la religion, car nombre d'entre eux posent des questions uniquement afin d'être instruits. Les Grecs et les Syriens, écrit le père Besson, probablement un prêtre du nom de J. Besson qui a publié la Syrie sainte, au milieu du XVIIe siècle, ouvrent leurs églises aux hommes apostoliques. Ils ouvrent les portes de leurs églises et leurs chaires. Les prêtres des paroisses accueillent notre assistance. Les évêques nous supplient de cultiver leurs vignobles. L'attitude des évêques grecs était compréhensible. Ils avaient besoin de prêcheurs et de confesseurs. Leur propre clergé était pour la plupart des cas simple et non instruit.
Les missionnaires latins étaient incomparablement mieux qualifiés pour instruire et diriger spirituellement. Mais quelle était l'attitude des missionnaires à l'égard des orthodoxes qui venaient se confesser auprès d'eux? Parfois, ils les encourageaient à faire acte de soumission à l'Église romaine, mais plus souvent, particulièrement quand les pénitents étaient ignorants ou manquaient d'éducation, ils leur donnaient l'absolution sans entrer dans des considérations de controverses religieuses. Et même quand les Grecs faisaient un acte formel d'adhésion à Rome, on leur disait de continuer à pratiquer leur religion comme d'habitude, recevant la communion comme précédemment auprès de prêtres orthodoxes. S'il n'y avait pas d'évêque catholique romain disponible, les missionnaires parfois autorisaient même leurs convertis à accepter l'ordination d'un évêque orthodoxe. En pratique, ils traitaient les orthodoxes non pas tant comme des schismatiques, qui avaient besoin d'être réconciliés avec l'Église, mais comme s'ils étaient déjà catholiques, quoique des catholiques qui étaient tombés dans un certain nombre de corruptions et d'erreurs qu'il fallait lentement et doucement expurger. Cependant, il faut signaler que tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, les plus hautes autorités à Rome même adoptèrent une approche plus rigoureuse interdisant en général la communication in sacris avec les orthodoxes, tout en l'autorisant lors de quelques occasions exceptionnelles. Mais les missionnaires prêtaient peu d'attention aux directives reçues et continuaient leur attitude tolérante. Les orthodoxes non seulement accueillaient les missionnaires occidentaux quand ils arrivaient, mais fréquemment ils prenaient l'initiative de les inviter. Nous pouvons prendre en exemple les relations entre le mont Athos et Rome pendant le deuxième quart du XVIIe siècle. En 1628, Ignace, higoumène du monastère de Vatopédie sur la Sainte Montagne, visita Rome et demanda à la Propaganda, il s'agit de la congrégation pour l'évangélisation des peuples qui se situe dans le palais dit de Propaganda Fide. Donc cet Ignace demanda d'envoyer un prêtre afin d'installer une école sur le mont Athos pour les moines. En réponse à cette demande, Nicolas Rossi, anciennement étudiant au collège Saint-Athanase à Rome, fut envoyé de 1635 à 1636 au mont Athos et ouvrit une école dans la ville de Cariès. Cariès est la capitale administrative du mont Athos. En 1641, cependant, les autorités turques forcèrent cette école à déménager à Thessalonique. Il mourut l'année suivante et ensuite l'école vint à sa fin. En 1643, le synode de la Sainte Montagne, la Grande Épistasia, envoya une lettre au pape de Rome lui demandant qu'une église soit attribuée aux moines du mont Athos dans la ville de Rome, dans laquelle les moines du mont Athos pourraient servir et en même temps continuer leurs études. En retour, ils offraient une cellule ou un ermitage sur le mont Athos pour l'usage des moines basiliens d'Italie qui voudraient vivre sur le mont Athos. Les moines basiliens sont des moines catholiques, mais qui utilisent le rite byzantin. Même si cela n'aboutit pas, cela montre que les autorités athonites de l'époque n'avaient pas une grande hostilité à l'égard de Rome. De cette même amitié et confiance fit preuve Damaskinos, métropolite grec d'Égine. En 1680, il écrivit au pape Innocent XI, lui demandant que 2 jésuites lui soient envoyés sur l'île, suffisamment qualifiés pour enseigner et entendre les confessions du clergé et des laïcs de son diocèse. Sa lettre commence ainsi. Bienheureux dirigeant établi par Dieu sur nous, pape dans l'ancienne Rome, berger protégé de Dieu des vraies brebis du Verbe, égal aux anges, honorable, saint et véritable tête, gardien de l'Église apostolique, fierté de la chrétienté orthodoxe, évêque suprême, gardien, locum tenens, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Bien que cette déclaration soit très spécifique, Damaskinos probablement n'avait pas l'intention de faire acte de soumission à Rome, mais agissait plutôt de façon diplomatique et courtoise. Cependant, quand la courtoisie diplomatique atteint un tel point, elle prépare le chemin vers une soumission formelle. Quel que soit le poids qu'on puisse accorder aux mots du métropolite, le fait est certain qu'il était pleinement préparé à utiliser des religieux catholiques romains afin de réaliser un travail pastoral dans son diocèse. Ceux-ci ne sont que quelques exemples au milieu de nombreux autres.
mais ils sont suffisants pour donner la mesure des relations amicales qui prévalaient au XVIIe siècle entre orthodoxes et catholiques romains dans de nombreuses parties du monde grec. Au niveau local, le schisme était en pratique calmement ignoré. Nous allons donc à présent continuer avec la troisième partie qui va décrire la fin de ce proto-œcuménisme et plutôt expliquer les raisons de cette fin. Et c'est encore et toujours une traduction du livre de Callisto Souer. Mais autour de l'année 1700, un nombre de facteurs se combinèrent pour conduire à une augmentation aiguë de l'hostilité. Les manifestations d'amitié et de communication in sacris devinrent de moins en moins fréquentes. Au milieu du XVIIIe siècle, même si occasionnellement elles se produisaient, elles étaient totalement exceptionnelles. Quelle fut la raison qui mena à la détérioration marquée de ces relations? Il n'est pas facile d'y répondre. Naturellement, il y avait toujours des difficultés sous-jacentes à l'origine de tensions entre les deux communautés. Deux facteurs en particulier peuvent être mentionnés. Tout d'abord, les Turcs, pour des raisons politiques, n'avaient aucune raison de voir un rapprochement trop proche entre Grecs et Latins. Si les orthodoxes se réconciliaient avec l'Église de Rome, peut-être, alors, les pouvoirs catholiques d'Europe occidentale interviendraient-ils encore plus vigoureusement pour assurer leur libération du joug infidèle. Il est significatif que quand Mohamed II prit Constantinople, il fit attention à installer comme patriarche un ferme opposant à l'union de Florence, à savoir Gennadios Scholarios. Deuxièmement, les ambassades protestantes à Constantinople ainsi que les protestants vivant au Moyen-Orient, étaient également heureux de creuser le fossé entre l'orthodoxie et Rome. Mais en plus de tels facteurs permanents, il y avait des raisons plus particulières qui conduisirent à la détérioration des relations aux environs de la fin du XVIIe siècle. L'occupation vénitienne du Péloponnèse, de 1685 à 1718, est en partie à blâmer. Dans les zones qui furent conquises sur les Turcs, les Vénitiens, sans persécuter activement les orthodoxes, firent tout pour promouvoir cependant la cause romaine. Les églises orthodoxes, converties par les Turcs en mosquées, étaient à présent rouvertes pour le culte chrétien. Mais au lieu d'être restituées à leurs propriétaires antérieurs orthodoxes, furent accordées aux latins. De nombreux clercs latins furent introduits et de nouveaux évêchés latins furent créés. En même temps, les Vénitiens interféraient dans la nomination des évêques orthodoxes, empêchaient de nombreux sièges d'épiscopaux d'être pourvus et tentaient d'abolir la dépendance des diocèses orthodoxes vis-à-vis du patriarcat de Constantinople. Les Grecs virent la cause latine avancer, tandis que la leur était systématiquement entravée. Sous les chrétiens vénitiens, ils se trouvèrent dans une situation pire que celle qu'ils n'avaient sous les Turcs infidèles, et comme le grand-duc Lucas Notaras avant la chute de Constantinople, ils conclurent de façon nullement illogique « Mieux vaut le turban musulman que la mitre latine ». Quand les Vénitiens furent finalement expulsés, les Grecs du Péloponnèse sentirent peu de regret à leur départ. Le même genre de choses se produisit également ailleurs, comme nous le ferons remarquer d'ici peu. L'occupation vénitienne de Chios de 1694 à 1695 eut un effet désastreux sur les relations entre orthodoxes et catholiques de l'île. Mais il y a une autre raison, et bien plus importante, au durcissement de la position orthodoxe à ce moment. Les autorités orthodoxes, bien que disposées à utiliser les missionnaires catholiques, avaient très peu le désir de devenir elles-mêmes romaines catholiques. Mais les missionnaires étaient des défenseurs doués et persuasifs de la cause papale. L'amitié avec eux produisait inévitablement des convertis vers la foi catholique romaine, et les orthodoxes prirent graduellement conscience, avec inquiétude, de combien ces convertis étaient nombreux et influents. Nous avons ici un autre facteur qui causa la hausse de l'hostilité, à savoir le succès de la pénétration et de la propagande latine. Les choses empirèrent par la politique de dissimulation que le clergé latin adopta. Les missionnaires, quand ils collaboraient avec les orthodoxes, avaient naturellement un but ultime, la réconciliation de l'Église d'Orient avec le siège de Rome.
Mais ils prirent conscience que la meilleure façon d'atteindre ce but n'était pas d'entrer dans des négociations officielles, encore moins de mener un prosélytisme ouvert et agressif au milieu des orthodoxes, mais plutôt de gagner la confiance des Grecs, de les infiltrer et de les travailler de l'intérieur. Les convertis, comme nous l'avons vu, recevaient l'instruction de continuer à agir en apparence comme des membres de l'Église orthodoxe et à recevoir la communion comme précédemment. Ainsi, au cours du XVIIe siècle, fut construit un puissant parti crypto-romain au sein de l'Église orthodoxe, un noyau catholique comme l'appelle le père Charon. Ces crypto-catholiques incluaient un nombre d'évêques grecs. Les missionnaires les persuadèrent d'envoyer des professions de foi à Rome, mais leur indiquèrent de ne pas rendre leur soumission à Rome publique, ni de cesser de figurer au sein de la hiérarchie orthodoxe. Les missionnaires espéraient naturellement que quand ce parti papal serait suffisamment fort, l'union avec Rome d'une région entière, voire d'un patriarcat entier, pourrait être proclamée comme un fait accompli. Les Grecs, quand ils prirent conscience de ce qui se passait, virent les missionnaires avec suspicion plutôt qu'avec amitié. Les Grecs pensaient initialement que les Occidentaux étaient venus leur apporter la lumière. Maintenant, il s'avérait qu'ils avaient apporté le feu pour brûler la maison des Grecs. La stratégie de conversion secrète avait été utilisée par les Jésuites avec un grand succès en Ukraine, durant la décennie précédant l'union de Brest. Le métropolite Kallistos Zouer parle d'union de Brest-Litovsk en 1595-96, mais le terme union de Brest est plus correct en fait. Et par cette union, de nombreux évêques orthodoxes dans la République des deux nations, qui était en fait l'État qui unissait Pologne et Lituanie, sont passés au catholicisme en tant qu'uniates, à savoir catholiques de rite byzantin, qui étaient dispensés donc du filioque lors de la liturgie, mais censés y croire néanmoins, et obligés d'y croire en fait. Et pendant le siècle suivant, il sembla un temps que cette stratégie pourrait être couronnée de succès aussi au sein du patriarcat de Constantinople. Les Jésuites fondèrent une maison à Constantinople en 1609 et presque immédiatement ouvrirent une école que fréquentaient les enfants grecs, mais aussi latins. Naturellement, cette école servait d'outil de propagande unioniste auprès des jeunes orthodoxes. Les Jésuites et les autres missionnaires latins, aidés par les ambassades françaises et autrichiennes, visaient à créer une alliance entre patriarches de Constantinople et pape de Rome, et ainsi à contrecarrer les tendances protestantes du patriarche d'Alexandrie, Cyril Loucaris, le précurseur de l'Antéchrist, Cyril le Calviniste, comme l'appelait l'un de ses ennemis. De nombreux patriarches de Constantinople furent gagnés à la cause romaine. Avant même l'établissement des Jésuites, en 1608, le patriarche Néophytos II envoya une profession de foi formelle au pape Paul V, signée de sa propre main. Nul besoin de le dire, cet acte de soumission ne fut jamais rendu public. Cet élément se trouve chez Hoffmann. Timothée II, patriarche de 1612 à 1620, fut également très amical vis-à-vis de l'Église romaine. Il pense bien de la foi catholique, il nous aime, comme le fit remarquer un jésuite de Constantinople. En mars 1615, Timothée II écrivit une lettre à Paul V dans laquelle il déclarait qu'il reconnaissait le pape comme son chef et était disposé à lui obéir en toutes choses. Cependant, il ne fit pas de profession de foi formelle. Durant le règne de Cyril Loucaris à Constantinople, ses opposants, comme il fallait s'y attendre, en appelèrent à Rome en quête d'assistance. Grégoire IV d'Amasie, qui pendant un court instant remplaça Cyril Loucaris comme patriarche, du 12 avril au 18 juin 1623, était en très bons termes avec les catholiques romains. Athanase III Patellaros, qui fut patriarche pendant 40 jours en 1634, après sa déposition, fit un acte de soumission formelle à Rome le 21 octobre 1635. Il occupa le trône œcuménique une fois de plus en 1659, mais seulement pour quelques jours.
L'opposant en chef de Cyril Loukaris, Cyril II de Beroia, Cyril Contaris, le 15 décembre 1638, envoya une profession de foi formelle à Rome alors qu'il était officiellement patriarche. Peu de temps après, il fut déposé et envoyé en exil. Pendant qu'il voyageait vers sa destination finale, il fut étranglé. Joannikios II, 4 fois patriarche de Constantinople en moins de 10 ans, de 1646 à 1656, fut très cordial à l'égard de Rome, mais évita de s'engager lui-même avec un acte de soumission formelle. Le futur patriarche de Constantinople, Parthénios II, alors métropolite de Chios en 1640, écrivit la chose suivante au pape Urbain VIII. À votre béatitude, je rends toute obéissance due et toute soumission, vous reconnaissant comme le véritable successeur du chef des apôtres et le berger en chef de l'Église catholique dans le monde entier. Avec piété et obéissance, je m'incline devant vos saints pieds et les embrasse, vous demandant votre bénédiction, car avec plein pouvoir, vous guidez et assistez le troupeau choisi du Christ. Tel est ce que je confesse et ce que je crois, et je suis plein de zèle pour que mes sujets fassent de même que moi. Les missionnaires latins gagnèrent des convertis illustres à de nombreux endroits autres que Constantinople. Josaphat, métropolite de Lacédémone en 1624, Lacédémone est un autre nom de la ville de Sparte normalement, 3 patriarches d'Oride entre 1624 et 1658, Mélésios, métropolite de Rhodes de 1645 à 1651, 6 évêques grecs des Cyclades en 1662, le monastère de Saint-Jean à Patmos en 1681, et encore en 1725 un monastère de Monial sur l'île de Santorin. En 1710, un abbé du monastère d'Iviron sur le mont Athos, l'abbé du monastère d'Hydra en 1721, Kalinique, métropolite d'Égine, avec un très grand nombre de ses clercs. Cependant, à Constantinople et en de nombreuses places, ces conversions étaient des actes individuels. Elles ne menèrent pas, comme les missionnaires l'espéraient, à une réunion en bloc de tous les diocèses et des patriarcats. En un seul endroit, le processus d'infiltration fut un succès au sein du patriarcat d'Antioche. Pendant le XVIIe siècle, un nombre de patriarches là-bas, tout comme à Constantinople, tombèrent sous l'influence catholique romaine. En 1631, Ignace III fit un acte de soumission virtuelle au pape, bien que rien ne soit conclu de façon formelle. Son successeur Euthyme II, patriarche de mai à décembre 1634, négocia secrètement avec Rome. Le patriarche suivant, Euthyme III, qui régna de 1634 à 1647, fut en termes amicaux avec les missionnaires latins et leur assura qu'il reconnaissait la suprématie de Rome. Mais il refusa de signer un acte de soumission, même secret, craignant d'être entouré d'espions, et il pensait que s'il le signait, il serait empoisonné. Macaire III, de 1647 à 1672, fut moins timoré. En 1662, il envoya une profession de foi secrète à Rome. À un dîner la même année avec le consul français à Damas, auquel assistaient également les patriarches syriens et arméniens, il proposa ouvertement un toast. À la santé de notre Saint-Père, le pape, et je prie Dieu qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau et un seul berger, comme il y en avait dans le passé. 2 autres patriarches ultérieurs, Athanase, vers 1687, et Cyril V, vers 1716, envoyèrent des documents de soumission à Rome. Mais la bonne foi d'Athanase peut être mise en doute car en pratique, il se montra être un féroce opposant et un opposant actif au catholicisme romain. Les choses aboutirent en 1724 avec une division ouverte entre le parti catholique au sein du patriarcat d'Antioche et ceux qui voulaient continuer à être orthodoxes. Cette année, le patriarche Athanase III mourut.
le clergé et les notables laïcs du groupe pro-romain, à Damas, se réunirent en hâte et élirent Séraphin Tanas comme successeur. Séraphin, qui prit le titre de Cyril VI, avait été éduqué à Rome, et son attachement à la cause catholique était bien connu. Pendant ce temps, quand la nouvelle de la mort d'Athanase III parvint à Constantinople, le Saint-Synode élit promptement comme patriarche un jeune moine grec de 28 ans, nommé Sylvestre. Quand le synode de Constantinople apprit l'élection de Thanas à Damas, il refusa de la reconnaître en aucune façon. Ainsi, à partir de 1724, il y eut 2 patriarches rivaux à Antioche, revendiquant le trône d'Antioche, l'un faisant allégeance au pape et l'autre reconnu à Constantinople par le patriarcat œcuménique. La débâcle à Antioche fit prendre conscience aux orthodoxes des dangers auxquels ils étaient exposés à travers l'infiltration et la propagande des missionnaires occidentaux. Un évêque en exil virtuel loin de son siège, un ancien patriarcat divisé en 2 et son existence même en tant que partie de l'Église orthodoxe menacée, tels étaient les résultats que virent les Grecs suite à la pénétration latine. Mais un certain nombre d'années avant le schisme antiochien, des leaders orthodoxes avaient déjà commencé à organiser à un certain degré une contre-propagande. Ce fut essentiellement le travail de Dosithée, patriarche de Jérusalem de 1669 à 1707, dont nous avons déjà évoqué la confession. Il est populairement connu sous le surnom du Fléau des Latins. En 1682, Dosithée établit une imprimerie à Jassy, en Roumanie, aux frais du patriarcat de Jérusalem. Et durant les années qui suivirent, de cette imprimerie et d'autres en Roumanie, il publia une série de formidables travaux anti-latins, dans la plupart des cas des traités composés par des auteurs antérieurs, mais jusque-là non publiés ou très peu connus. Les livres étaient imprimés non seulement en grec, mais aussi en russe, bulgare, turc et arabe, les copies étant dans plusieurs cas gratuitement distribuées. Nous arrivons donc à la conclusion, qui est toujours extraite du livre de Callisto Soer. Ainsi, l'occupation vénitienne du Péloponnèse, le succès de l'infiltration missionnaire latine culminant avec le schisme à Antioche et l'accroissement de la contre-propagande orthodoxe, ainsi que d'autres facteurs de moindre importance, se combinèrent autour du début du XVIIIe siècle pour accroître la séparation entre Rome et l'Église orthodoxe. En certains lieux, l'ancienne situation perdurait. Aussi tard qu'en 1749, par exemple, le patriarche Cyril V de Constantinople jugea nécessaire de réprimander les orthodoxes de Sifnos et Mykonos pour leurs prières et leurs sacrements avec les latins, et pour le fait de se comporter en général comme s'il n'y avait pas de division entre l'Église orthodoxe et Rome. Mais alors que l'attitude affichée par les habitants de Sifnos et Mykonos était très courante en 1650, en 1750, elle était devenue exceptionnelle. Et tandis qu'en 1650, cela était généralement toléré par la hiérarchie orthodoxe, 100 ans plus tard, le patriarche condamnait cela durement. C'était donc la traduction et la lecture de quelques extraits du livre Eustratios Argenti du métropolite Callisto Soer, qui sont des illustrations de ce que nous appelons le proto-œcuménisme dans le monde grec. Et on peut voir des parallèles, des similitudes avec ce que nous voyons actuellement, à notre époque, qui est très œcuméniste, car les manifestations sont simplement les mêmes. Par exemple, le 26 novembre 2006, au Phanar à Constantinople, lors d'un office, le pape Benoît XVI fut commémoré par le diacre orthodoxe en tant que pape de Rome. En Roumanie, dans les années 2000, il y eut une cérémonie de bénédiction commune des eaux entre un évêque orthodoxe et un évêque uniate.
Donc je vous mettrai les liens de ces deux vidéos. Concernant le samedi saint aux États-Unis, ces dernières années, le métropolite Elpideur IV, qui est le métropolite du patriarcat de Constantinople aux États-Unis, et peut-être futur patriarche, a invité le cardinal catholique à l'office, et les deux ont processionné ensemble, côte à côte. Concernant le cas des mariages, dans le monde œcuméniste orthodoxe, les mariages mixtes sont très courants, très répandus. Et si on pense au baptême, même si cela n'est pas dit officiellement, en investiguant un peu, vous verrez que des orthodoxes sont dans certains cas parrains d'enfants non orthodoxes, et les parrains de certains enfants orthodoxes sont parfois catholiques ou protestants. Ce n'est pas dit officiellement, ce n'est pas affiché sur les sites internet, il faut un peu fouiller, discuter avec les gens. Pour ce qui est de l'intercommunion, cela dépend des endroits, on ne peut pas dire qu'il y a une intercommunion généralisée. Peut-être l'exception serait à Antioche, où de ce qu'on m'a dit, mais c'est une chose à vérifier, les prêtres font très peu attention à la confession de la personne qui vient communier, le fait qu'elle soit catholique, orthodoxe, ou antichalcédonienne n'a pas une très grande importance et les gens communient les uns chez les autres. Mais même au-delà d'Antioche, je sais pour avoir parlé à titre privé à certaines personnes, à certains orthodoxes, que quand il n'y a pas d'évêque ou plus exactement de paroisses orthodoxes à proximité, ils vont communier dans des églises non orthodoxes. C'était catholique et naturellement, comme ce sont des conversations privées, je ne dévoile pas le nom, mais ce sont des choses qui existent. Nous en avons donc fini avec cette question du proto-œcuménisme dans cette vidéo. En bonus, il y aura une autre vidéo où je lirai un texte d'un moine attonite. C'est le texte auquel fait référence le métropolite Kallistos Ware dans ces extraits que j'ai traduits. Et ce moine attonite dénonce les excès œcuménistes, dirais-je, pour parler de façon moderne, des orthodoxes de l'île de Corfou. C'est un texte qui date vraisemblablement du XVIe siècle et qu'il est possible de trouver dans un très vieux livre de 1943. Enfin, très vieux, ce n'est pas si ancien, mais nous en reparlerons dans la prochaine vidéo. Au revoir.